Très bien, bonsoir à tous et à toutes. Cette conférence, c'est un peu une conférence préventive. Parce qu'en fait, nous sommes le 3 mars et une fois les élections municipales passées, on va rentrer dans la phase de campagne pour les élections européennes. Alors, il n'aura échappé à personne que l'Union européenne est une institution de plus en plus impopulaire. En ce qui me concerne, ça fait des mois, peut-être des années, que je n'ai plus rencontré une seule personne me disant être satisfait de cette construction européenne. Donc l'euro-scepticisme, l'euro-pessimisme monte dans la société. Et il se trouve qu'il y a des élections le 25 mai prochain qui vont porter là-dessus. Donc forcément, les milieux européistes en avril et en mai vont déployer la grosse artillerie. Une grosse artillerie des arguments en faveur de l'Union européenne. Alors c'est toujours les mêmes, il n'y a pas beaucoup de renouvellement. L'Europe c'est la paix, l'Europe c'est l'harmonie entre les peuples, l'Europe c'est le moyen de peser face aux États-Unis, enfin bref, tous les arguments européistes vont nous être servis. Et il y en a un que je trouve particulièrement pervers et particulièrement efficace, parce qu'il est à la fois faux, mais c'est un argument qui a été tellement répété et tellement entendu qu'il est assez peu contesté, cet argument. Alors cet argument, c'est le suivant, c'est l'idée que chaque pays européen indépendant est trop petit pour exister, est trop petit pour résister, est trop petit pour avoir une place dans la mondialisation. Et donc, on a dans le mouvement et la propagande européiste cet argument qui revient de manière permanente. Et vous remarquerez que dans les débats, lorsque les défenseurs de l'Union européenne seront sur la défensive, parce qu'effectivement, en matière de progrès et de promesses qui étaient celles de l'Union européenne, ça va être très difficile pour eux de le mettre en avant. L'Europe puissance, enfin bref, toutes ces choses, l'Europe qui protège, l'Europe sociale, enfin toutes ces choses qui devient difficile de vendre aux électeurs, parce que les électeurs se rendent compte que c'est une escroquerie. Il y a un argument massue, c'est que de toute façon, on n'a pas le choix, il faut qu'on soit suffisamment gros pour exister. Alors, pour annoncer cette conférence, vous l'aviez vu, l'affiche où on voit le monde avec un gros catcheur américain, un gros sumo japonais, et ça c'était la campagne pour le oui pour Maastricht. Donc dans les années 90, on avait déjà cette idée, c'est qu'en alliant toutes nos petites mains, toutes nos petites forces, ça fera un gros paquet qui permettra de rivaliser efficacement. Bon, cet argument, il est repris en permanence. Moi, je me souviens en 2005, lors de la campagne pour le traité constitutionnel européen. Déjà, les européistes sentaient le vent du boulet pendant la campagne, le vent du boulet qui est arrivé sur eux. Et l'argument, c'était, je me rappelle, pendant les débats, les européistes sortaient une carte du monde, on voyait la France en tout petit, et puis, en couleur, on mettait en avant les États-continents. Effectivement, la Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés, à peu près 31 fois la surface de la France. L'Inde, la Chine, les grosses masses, ces États-continents. Et donc d'expliquer que l'Europe est une nécessité de ce point de vue-là. Et donc, ces cartes-là, ces cartes géographiques vont être ressorties pour nous asséner cet argument. Et cet argument, d'ailleurs, se retrouve dans la presse, dans les rarissimes articles, parce qu'il ne faut surtout pas en parler dans la presse, au sujet du marché transatlantique. Le principal argument du marché transatlantique, évidemment, ça ne va pas être de mettre en avant une amélioration des normes, par exemple sur l'alimentaire, des choses comme ça, ils ne vont quand même pas oser le dire, mais ils auront un argument qui est de dire qu'en additionnant les 300 millions de consommateurs, parce qu'on raisonne en millions de consommateurs dans ce discours-là, des États-Unis et les plus ou moins 450, 500 millions de consommateurs de l'Union européenne, on aura une masse qui nous permettra d'exister face à la Chine. Et il y a des articles, les quelques rares articles qui vantent, qui ont le mérite au moins de parler de ce marché transatlantique, c'est toujours le même argument, c'est qu'il faut s'unir pour faire des masses continentales pour exister face aux pays émergents. Alors, je vais essayer, d'une part, de vous démontrer l'ineptie de cet argumentaire, qui est un argumentaire complètement creux et totalement mensonger, qui n'a aucune pertinence, en vous montrant que derrière le discours sur la taille, c'est en fait essentiellement 3 paramètres qui sont pris en compte pour parler de la taille d'un acteur géopolitique, d'un pays ici, puisqu'on va ne parler que des acteurs étatiques. La taille fait d'abord référence à la superficie géographique. Le pays, sur la carte du monde, sur combien de kilomètres carrés il s'étale. Et c'est vrai que la France, en la matière, nos 550 000 kilomètres carrés ne représentent que 4 pour 1000 de la surface des terres émergées.
Donc on est effectivement en surface tout petit. En population, c'est un tout petit peu mieux, mais on reste aussi petit, puisque c'est le grand mot des européistes. On est aujourd'hui à plus de 7 milliards d'habitants. Les Français, c'est moins de 1% de la population mondiale. Et même en regardant le PIB de la France, c'est entre 4 et 5% du PIB mondial. Donc là aussi, on est dans quelque chose d'assez minoritaire, sachant que compte tenu des rythmes de croissance, il est très probable, là, tout le monde est d'accord là-dessus, que le Royaume-Uni et le Brésil dépassent la France dans les années qui viennent. C'est quelque chose d'assez proche. Donc en termes de taille, que ce soit surface géographique, effectif de population, vous les appelez des consommateurs aussi dans ce discours-là, si vous voulez, ou en termes de PIB, voilà. La France est toute petite, et donc l'idée, c'est que pour exister dans cette mondialisation, il faut être un mastodonte, il faut être une masse, parce que sinon on n'existe pas et on est broyé dans un processus de mondialisation. Alors je vais vous démontrer en 2 points quelle est la nocivité et la fausseté en fait de ce discours. Très simplement. Le premier point, ce sera de vous montrer par quelques exemples géopolitiques connus que l'argument de la taille en géopolitique n'est pas la clé qui explique tout. La taille, ça va être un des paramètres, mais un paramètre, on se rend compte, qui est souvent très secondaire. La taille est un élément, mais ça n'explique pas tout. Et on va voir sur des exemples simples qu'effectivement, c'est pas ça qui joue dans les rapports de force ou dans les conflits armés ou dans les échanges économiques. Et dans une deuxième partie, je vais essayer de questionner pourquoi ce discours sur la taille est-il aussi présent, alors qu'il est notoirement faux et aberrant. Pourquoi est-ce qu'il est aussi présent et aussi répété? Je vais essayer de me demander pourquoi il y a le succès de ce discours, qui a instillé ce discours dans les médias et avec quel présupposé et quelle arrière-pensée. Voilà, donc présentation et après essayer de comprendre quelle est l'intention de ceux qui nous tiennent ce discours très simplement. Alors dans une première partie que j'appelle l'union ne fait pas nécessairement la force, je voudrais d'abord vous rappeler que cette question sur la taille des acteurs n'est pas propre à la géopolitique. Je vais prendre des exemples géopolitiques, mais cette réflexion sur la taille, elle est présente dans différents domaines. Elle est présente, par exemple, dans la pensée économique. Pour dire les choses simplement, jusqu'aux années 30 à peu près, on avait une économie, une pensée économique qui, de manière très majoritaire, pensait que les grosses entités, c'est-à-dire les gros sites industriels, les grosses concentrations, étaient bénéfiques pour l'économie. C'est l'idée des économies d'échelle, et l'idée dans une économie fordiste, d'acquisition et d'intégration, donc plus l'entreprise est grosse, plus elle est performante, et il y avait une logique comme ça de croissance interne ou externe des firmes. Cette idée-là en économie a été remise en question, et on est aujourd'hui dans un système où de nombreuses écoles de pensée pensent qu'au contraire, dans certains domaines et dans certaines conditions, il vaut mieux être petit pour être efficace. Notamment dans ce qui concerne les entreprises innovantes. Et toute l'économie, par exemple, de la Silicon Valley aux États-Unis s'est développée sur l'idée qu'une entreprise, quand elle est petite, ça fait des avantages en termes de réactivité, en termes de réduction des charges d'encadrement qui sont utiles. Donc dans la pensée économique, il y a un débat qui existe sur justement la pertinence ou pas d'être gros dans la concurrence, dans la guerre économique. Ce discours-là, il existe aussi en biologie. C'est-à-dire que toute la réflexion sur les théories, par exemple, de l'évolution, s'interroge en se disant, bah oui, schématiquement, la chaîne alimentaire, c'est le plus gros qui mange le plus petit, mais dans certaines situations, le fait d'avoir une taille pachydermique peut devenir un handicap. Et vous savez que, par exemple, sur les multiples théories qui expliquent la disparition des dinosaures, certains avancent que les grands reptiles étant devenus gigantesques, les changements climatiques dus, vous savez, à cette théorie d'un impact de météorite, a fait que ces gros mastodontes ayant besoin d'énormément de nourriture, etc., auraient été, dans cet environnement, mis finalement en fragilité et n'auraient pas réussi à s'adapter face, notamment à des mammifères qui, eux, de petite taille, pouvaient effectivement se contenter de moins de nourriture, etc. Donc il y a une réflexion en disant que dans l'ordre des écosystèmes, parfois, la taille d'un prédateur peut devenir un inconvénient dans certaines conditions. Il y a cette réflexion qui peut se faire aussi, la question des masses dans la politique. On n'est plus ici une géopolitique des États, on est dans la politique interne à une société. Alors on est formaté dans notre paradigme démocratique sur l'idée que ce sont les majorités qui décident, sur l'idée que plus on est nombreux, plus on gagne d'élections. Or, si on fait de la politique un peu sérieusement, on se rend bien compte
que ce sont parfois des minorités agissantes, parfois des lobbies extrêmement minoritaires, qui donc en termes de nombre et de quantité pèsent peu de personnes, qui ont les clés des décisions et qui ont un véritable levier sur ce qui se décide ou pas. Et que parfois des mouvements de masse ou des populations qui, sur différents critères, représentent une majorité, ne sont absolument pas entendues et sont donc absentes ou totalement marginalisées dans les processus politiques. Ça, c'est effectivement le paradoxe. On est élevé dans cette vision démocratique tout en se rendant compte que ce sont souvent des minorités agissantes qui décident aux dépens de ce qu'on appelle des majorités dormantes. Donc là aussi, peut-être que dans les organisations politiques, la question de taille doit être très fortement relativisée. Alors ceci étant dit, sur l'économie, sur la biologie ou sur la politique, concentrons-nous sur la géopolitique, sur des exemples que vous connaissez. Regardez, rappelez-vous ce que vous avez appris au lycée ou au collège sur la Seconde Guerre mondiale, notamment dans sa partie asiatique. On a, dans les années 30, un affrontement entre le Japon, qui est tout petit, un archipel, en plus très inhospitalier, avec des risques naturels multiples, pas de ressources naturelles, un pays, même si on additionne toutes les îles, à l'époque ils en avaient un tout petit peu plus qu'aujourd'hui, avec notamment le sud de l'île de Sakhaline, on a à peu près 400 000 km², c'est-à-dire un territoire plus petit que le territoire français. Et à l'époque, à peu près 70 millions d'habitants. Ce pays-là, qui apparaît petit en comparaison du mastodonte chinois, pour autant a été dans une situation très dominante pendant des décennies. La Chine, c'était une masse de pratiquement 9 millions de kilomètres carrés à l'époque. Donc en termes de taille, vous voyez le ratio, il y a un tout petit et un État-continent gigantesque. Et en termes de population, on est sur un rapport de 1 pour 9, puisqu'il y avait une population chinoise à l'époque à peu près de 600 millions d'habitants. C'est-à-dire que sur le critère géographique, la Chine est 22 fois plus grande que le Japon à l'époque. Sur le critère de population, on est sur un ratio de 1 à 9. Donc en termes de taille, on a vraiment un David qui serait le Japon et le Goliath qui serait la Chine. Et effectivement, si on regarde cette histoire des années 30, on a, via la Mandchourie, ensuite l'ensemble de la Chine littorale, un Japon qui est capable d'occuper durablement la Chine, de tenir des positions, malgré toutes les résistances qui se sont faites en Chine, parce qu'on a une Chine qui, malgré son énormité en tant que territoire et population, est une Chine en termes de puissance complètement anesthésiée. Il faut se rendre compte qu'à l'époque, le potentiel que représente la Chine est anesthésié par des problèmes par exemple idéologiques. Il faut se rendre compte que la Chine, cette société traditionnelle et ce modèle impérial, est complètement déstabilisé au XIXe siècle par l'importation des idées modernes. Une révolution intellectuelle qui a complètement déstabilisé le corps social et politique chinois. La Chine était depuis à peu près 2 millénaires un empire, et d'un seul coup il y a des idées républicaines qui se développent. Vous connaissez Sun Yat-sen et puis après Chiang Kai-shek. Dans les idées modernes, il y a également le marxisme. Donc on a un paysage idéologique complètement bouleversé. De ce fait, on a aussi une Chine qui est complètement divisée à l'intérieur par des seigneurs de la guerre, et donc il n'y a pas de structure pour coiffer cette masse. Une Chine qui, de surcroît, fait face à un sous-développement comparativement aux grandes puissances de son époque, notamment dans le domaine de l'industrie et des technologies, et une Chine qui subit des impérialismes de tous les coins, qui viennent de la Russie, de l'Occident, du Japon, etc. Et donc on a effectivement ce gigantesque potentiel chinois qui, en termes de puissance, malgré sa taille, est inexistant ou extrêmement secondaire à l'époque. Alors que le Japon, qui au milieu du XIXe siècle a intégré de manière beaucoup plus efficace les idées modernes, les techniques industrielles ou les techniques d'organisation de l'Occident, le Japon, bien que tout petit, est dans une situation de puissance, puisque non seulement dans la Seconde Guerre mondiale, le Japon va tenir l'essentiel de ses positions pendant plus d'une dizaine d'années sur la Chine littorale, tout en menant une guerre d'occupation dans certaines colonies européennes, la Birmanie, l'Indochine, l'Indonésie, etc., et en menant une guerre aéronavale d'ampleur contre les États-Unis dans le Pacifique. Donc vous voyez que là, on voit que la taille n'est absolument pas un facteur explicatif de la puissance. Autre élément et autre exemple que vous connaissez, c'est le conflit israélo-arabe. Je vous rappelle certains discours qui étaient tenus en 1948 lorsque le premier conflit israélo-arabe a éclaté. Les observateurs se disaient, ce
tout petit État qui vient de naître, qui est Israël, qui est une petite bande de territoire en partie désertique, face à une coalition de 4 grands pays arabes beaucoup plus peuplés. Des pays arabes, donc c'est l'Égypte, l'Irak, la Jordanie, la Syrie, qui en plus étaient suppléés dans leur effort de guerre par des volontaires qui venaient d'autres pays arabes, notamment l'Arabie Saoudite et le Liban. Que ce soit en termes de taille, de volume de population ou de surface de territoire, on est là encore dans un rapport de taille complètement disproportionné. Et pour autant, vous le savez, les guerres israélo-arabes, et c'est toujours valable aujourd'hui, sont des victoires pour Israël et n'empêchent pas Israël, malgré cette toute petite taille, d'être un acteur géopolitique qui a sa souveraineté malgré le contexte régional qui lui est plutôt hostile, un pays qui en termes de surface représente l'équivalent à peu près de seulement 4 départements français. Donc ça veut dire la région dont je suis originaire, le Languedoc-Roussillon, est plus grande en surface que l'État d'Israël. Et en termes de population, on a 8 millions d'habitants, seulement d'ailleurs 6 qui sont des juifs, donc on voit bien que ce n'est pas une masse non plus démographique. Et pourtant, Israël est un acteur régional dans la région décisif, avec des attributs de puissance reconnus, qui sont l'arme nucléaire, qui sont ses réseaux d'influence, qui sont son armée, parce qu'il y a, du point de vue militaire, une supériorité stratégique qui lui ont permis, en 48 et 49, non seulement de repousser les assauts des États arabes coalisés, mais même d'étendre assez largement son territoire, ce qu'Israël fera dans d'autres phases de son histoire. Donc on voit là encore que les Israéliens, s'ils appliquaient le raisonnement des européistes, seraient dans un complexe d'infériorité terrible. Parce qu'ils seraient vraiment, on se dit, mais comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut avoir une monnaie? Comment est-ce qu'on peut avoir un État alors qu'on est minuscule, 4 départements français? Alors les Israéliens, heureusement, n'ont pas le même, heureusement pour eux, n'ont pas le même raisonnement que les européistes, et donc ont une politique de puissance faisant fi de cet argument, qui n'en est pas un de taille. Je voudrais également vous donner un autre exemple, parce c'est quelque chose qui n'est pas médiatisé, et pourtant qui est un conflit tout à fait majeur de notre époque, c'est ce qui se passe en Afrique australe. Alors l'Afrique australe, c'est aussi un formidable exemple de cette question de taille en géopolitique. On a un pays d'une très grande surface qui est la République démocratique du Congo, la RDC, un pays qui en termes de surface représente à peu près 4 fois la surface de la France. Ce pays est peuplé à peu près de 75 millions d'habitants. Et ce pays a un tout petit voisin qui s'appelle le Rwanda. C'est tout petit le Rwanda, en surface, c'est l'équivalent à peu près de 2 départements français. Alors en termes de population, il y a une population extrêmement dense. D'ailleurs, la surpopulation est l'un des facteurs de conflit dans l'Afrique des Grands Lacs, notamment pour les questions de possession foncière. Ce Rwanda, malgré cette toute petite taille, donc a quand même 11 millions d'habitants, mais en fait, si on fait le ratio, le Rwanda, en termes de surface, est 100 fois plus petit que son voisin. C'est un rapport de 1%. La RDC est 100 fois plus grande que le Rwanda. Et en termes de population, la RDC, la République démocratique du Congo, est 7 fois plus peuplée que son voisin rwandais. Donc vous voyez, on est dans une situation où en gros, ce serait même pas, c'est un peu de comparer la France et la Suisse en quelque sorte, en termes de masse. Pour autant, cette République démocratique du Congo, qui est un territoire à la fois immense, peuplé et doté de ressources naturelles gigantesques, certains parlent de scandale géologique à propos de la RDC, et je sais que dans les semaines qui viennent, Pierre-Yves invitera... Nous recevons Patrick Mbeko sur le chaos d'Afrique centrale et sur ces conflits-là le 17. Voilà. Donc on a vraiment un cas d'école, parce que ce pays qui est richement doté du point de vue des minerais, également il y a un potentiel fluvial, un potentiel agricole qui est énorme. Pour autant, ce pays, depuis 1997, donc maintenant ça fait une quinzaine d'années, depuis la chute donc, de Mobutu, et dans une situation d'instabilité, notamment dans l'Est, toute la région du Kivu, une instabilité qui est en très grande partie suscitée par le voisin rwandais et d'autres voisins. Mais on va se concentrer sur le Rwanda. C'est-à-dire que le Rwanda, en étant tout petit, réussit à perturber la vie interne d'un État beaucoup plus grand et beaucoup plus richement doté. Et le Rwanda arrive d'ailleurs à mettre la main sur une partie des richesses, qui sont captées ensuite par les groupes armés rwandais, et ce, depuis des années. C'est-à-dire que là, on a une situation où, pour les nationalistes congolais, c'est désespérant que ce nain rwandais puisse faire comme ça la pluie et le beau temps dans la zone notamment de l'Est de la République démocratique du Congo, donc une ingérence d'un pays beaucoup plus petit, mais un pays
qui, du point de vue militaire, du point de vue organisationnel, réussit, pour différentes raisons, à étendre son influence, ses réseaux, malgré sa toute petite taille. Alors le Rwanda, c'est d'ailleurs doublement intéressant, parce que la gestion interne du Rwanda, elle aussi, elle va infirmer l'idée que la masse, c'est ce qui compte. Parce qu'à l'intérieur du Rwanda, on a, vous le savez, on en a beaucoup entendu parler lors des massacres des années 90, on a des Hutus qui sont très majoritaires, à peu près 85% de la population, et pour autant ces Hutus sont sous-représentés dans l'appareil d'État rwandais, et notamment dans l'encadrement de l'armée rwandaise, et de facto, on a une quasi-ethnocratie au Rwanda de la part des Tutsis, qui ne forment que 15% de la population rwandaise. Donc en fait, on a une ethnocratie minoritaire à l'intérieur du Rwanda qui réussit sur un tout petit État à faire une ingérence, un véritable impérialisme sur son voisin qui est 100 fois plus grand en termes de surface. Vous voyez, c'est doublement intéressant cet exemple rwandais. Quatrième exemple et dernier exemple, parce que je pourrais passer des jours et des nuits à dérouler des exemples comme ça, on va parler du Qatar. Exemple très intéressant du Qatar. Le Qatar, il y a encore une quinzaine d'années, n'était quasiment pas présent dans le paysage diplomatique mondial, avait un rôle tout à fait subalterne et très rapidement monté en puissance. Pour autant, le Qatar reste un tout petit territoire, il n'y a pas eu d'expansion territoriale. Le Qatar, c'est à peu près la taille de 2 départements français, un peu plus. C'est un peu plus gros que la Corse. Donc vous voyez, une surface géographique toute petite, et les Qatariens, les habitants du Qatar, ne sont les nationaux que 400 000. C'est-à-dire qu'en volume de population, une agglomération d'une ville moyenne de province comme par exemple Nantes a autant d'habitants que la totalité du Qatar. Donc on a un nain territorial, on a un nain démographique. Alors il faut prendre en compte effectivement que le Qatar a importé plus d'1,5 million d'immigrés, ce qui fait qu'on a une population active plus importante. Mais si on voit uniquement les nationaux, les citoyens, il y a effectivement un véritable nain démographique. Et ce confetti géopolitique qu'est le Qatar a connu une véritable montée en puissance. Alors, financée en grande partie par ses hydrocarbures, mais pas uniquement. C'est parce qu'il y a au Qatar une volonté et une stratégie géopolitique. Il y a une volonté de puissance qui est menée par l'émir du Qatar, qui, grâce au pétrole, mais vous noterez que le pétrole ne suffit pas, parce qu'on peut citer d'autres États dans le monde qui sont riches en gaz, en pétrole ou en ressources, qui n'ont pas l'importance du Qatar. Moi, je pense au Koweït, par exemple, qui n'a pas cette omniprésence dans tous les dossiers. Donc l'émir du Qatar a décidé de faire de sa péninsule une puissance. Il y a une volonté politique de s'émanciper du grand frère saoudien, qui d'ailleurs en prend ombrage, et ça explique d'ailleurs des tensions entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, ce qui a ressurgi notamment dans la destitution et l'échec de Mohamed Morsi en Égypte, parce qu'en gros Morsi était surtout soutenu par le Qatar, et l'Arabie Saoudite commence à se sentir concurrencée dans sa stratégie d'influence et de contrôle de l'islam fondamentaliste dans la région. Donc il y a eu une mésentente entre ces deux pays qui souvent d'ailleurs sont de facto alliés parce qu'ils partagent quand même beaucoup de points communs. Néanmoins, ce tout petit Qatar a obtenu aujourd'hui un rang très important, envié, et aujourd'hui le Qatar, outre la stratégie de communication par le sport, est un acteur géopolitique parce qu'il y a une volonté, notamment appuyée sur un réseau d'influence qui est le réseau des frères musulmans. L'idée de l'émir, c'est de s'appuyer sur ce réseau qui est préexistant, lui donner une reconnaissance et des financements, et de s'appuyer, et ça permet au Qatar d'exister, là encore. Si la famille Al-Thani avait écouté le discours européiste, le Qatar serait un tout petit caillou dans la chaussure du géant voisin qui est l'Arabie Saoudite et n'aurait aucune existence. Donc bien évidemment, le Qatar, comme Israël, comme d'autres exemples que je vous donne, fort heureusement pour leur existence en tant qu'acteurs, n'ont pas le raisonnement européiste et cette dictature de la taille, il faut être gros pour exister. Donc on le voit finalement, l'idée selon laquelle il faut être un mastodonte pour exister dans la mondialisation, dans les faits, on se rend compte que c'est infirmé par énormément d'exemples. La taille n'est qu'un effet démultiplicateur, mais il faut qu'il y ait des facteurs de puissance à la base, des volontés politiques, des atouts en termes de géoéconomie, en termes de géostratégie, d'armement, de technologie, et je ne vais pas faire ici tout un cours de géopolitique. Donc cette première partie
vous démontre simplement par des exemples qu'il faut se méfier de l'argument qui paraît simple et efficace. C'est logique de dire oui, l'union fait la force, a priori tout le monde est d'accord avec cette affirmation. Sauf que d'unir des choses qui sont contraires ou d'unir des choses inefficaces, ça fera jamais une puissance. D'unir des choses qui n'ont pas de facteur de cohésion, ça fait pas de puissance. Et que parfois, pour être performant, il vaut mieux être petit, comme nous le rappellent les différents exemples que je vous ai cités. Donc ça c'est une réflexion géopolitique, et on va pouvoir rentrer justement dans la deuxième partie de se demander pourquoi ce discours, qui est quand même pas très pertinent, qui est pas très fouillé, pourquoi est-ce que en avril et en mai prochain vous allez l'entendre matin, midi et soir quand vous allumerez les médias. Alors pourquoi un tel succès? Alors déjà, je pense qu'il y a un biais méthodologique chez ceux qui utilisent ce discours, c'est-à-dire en gros la caste journalistique et les partis euromondialistes. Un biais qui est lié en partie à ces sciences modernes, je pense notamment à l'économie et à la sociologie, qui dans leur conception et dans leur ADN sont des sciences qui ont très souvent recours au quantitatif. Ce sont des sciences qui utilisent le chiffre, qui utilisent le nombre et qui ont tendance justement à privilégier l'approche quantitative, le chiffre, des tailles de PIB, des volumes de population, etc. Et justement des sciences qui parfois peuvent pécher par leur incapacité à saisir ce qui est qualitatif ou à saisir des choses que l'on ne peut pas quantifier. La volonté politique de l'émir du Qatar, de faire du Qatar une puissance mondiale, ça ne peut pas se mesurer avec un indice quantitatif en chiffres, on ne peut pas le faire. L'incompétence, par exemple, de la gestion d'un pays immense, on peut penser, par exemple, on va revenir à la Chine, à l'époque de Mao Tse-tung, où ce pays restait encore un pays très secondaire, ça ne peut pas se mesurer. Et donc cette masse-là est informe, en termes de puissance, est très secondaire. Donc, il y a déjà un biais méthodologique lié à des sciences qui sont aujourd'hui dominantes dans la formation des journalistes et des hommes politiques. L'économie, secondairement la sociologie, c'est vraiment la grille de lecture qui va orienter nos observateurs vers cette logique du tout quantitatif. Il faut faire du quantitatif et puis on va mesurer du PIB ou d'autres éléments au mépris de tout ce qui n'est pas quantifiable, notamment les éléments idéologiques, que par définition, il n'y a pas de métrique chiffrée pour ces éléments-là. Alors, il y a un autre biais idéologique, je vous en ai un tout petit peu parlé en introduction, c'est le paradigme démocratique. On est élevés tous dans l'idée de one man, one vote, et que la politique, c'est l'addition qui conduit à avoir une majorité, et non, on est dans une logique de nombre. Et je pense que le contexte aussi démocratique et cette vision-là, ce formatage, qui est notre système politique, avec d'ailleurs certaines qualités, peut conduire aussi à une approche par la quantité, parce qu'on va toujours se dire que ce sont les plus nombreux qui l'emportent. Et il y aurait une sorte de préparation intellectuelle à se dire c'est le plus nombreux qui l'emporte. Alors qu'on le voit très bien, des micro-lobbies insignifiants peuvent imposer leur vue quand certains font des manifestations avec des millions de personnes pour être contre, mais c'est pas là la quantité qui compte, heureusement pour ceux qui défendaient les lois sociétales auxquelles je fais allusion. Bon, on a déjà, voilà, non mais c'est effectivement quelques dizaines de fémènes, quelques centaines de militants LGBT imposent la loi Taubira, alors que des millions de citoyens viennent se déplacer à de multiples reprises. Donc on voit bien là aussi que le paradigme démocratique de la majorité du nombre qui décide, c'est quelque chose d'assez théorique, et que même sur notre politique interne, si on y regarde, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Bon, ça c'est, on va dire, un présupposé, un environnement, les sciences modernes, le paradigme démocratique, qui va orienter naturellement les observateurs vers ce biais-là. Mais il y a également des choses plus profondes. Je pense sincèrement que ce discours de dire la France seule n'est plus rien, la France est toute petite, ça fait partie d'un discours impérialiste. C'est une offensive idéologique qui vise à accompagner une certaine docilité de la population dans un processus de soumission à l'ordre euro-atlantique. C'est-à-dire qu'on est dans cet empire atlantique, dans cet empire américain, dans l'utilisation d'une propagande où on va créer un complexe d'infériorité chez les peuples pour qu'ils se soumettent volontairement
un ordre qui par ailleurs est extrêmement critiquable. Je vais vous citer une anecdote à l'université d'une collègue qui est très sympathique. On parlait effectivement de la crise de l'euro, des traitements épouvantables que subissent les Grecs, avec l'inefficacité en plus à la clé. Si encore ça avait restauré l'économie grecque, mais ça l'a enfoncé. Et cette collègue qui est d'origine grecque, il y avait des étudiants qui étaient là, qui allaient un peu dans mon sens, de dire que ces solutions, c'est des remèdes de cheval qui vont finir par tuer le malade. Et puis la collègue, qui est pourtant grecque, donc qui devrait avoir un certain patriotisme, a dit « Vous savez, on n'a pas le choix, on est un petit pays. » Et quand j'ai entendu ça, j'ai bondi, je lui ai dit « Mais est-ce que tu te rends compte que là, tu es en train, par soi-disant une petitesse, une taille, d'accepter ce que les Grecs, depuis 2500 ans, ont toujours combattu, et les Grecs appellent ça la xénocratie, le fait d'être dirigé de l'étranger. D'ailleurs, c'est assez amusant, encore un petit exemple, la résistance des Grecs contre les Perses, encore un exemple. La Grèce, des toutes petites cités-États très peu peuplées, complètement atomisées, des micro-territoires, face à un empire massif, un immense territoire et une armée de masse, qui était 10 ou 15 fois plus nombreuse que les armées grecques, et pour autant les Grecs ont vaincu lors des guerres médiques, 490-479 avant Jésus-Christ, les Perses. Donc une fois de plus, petite parenthèse, on voit que la masse, là au niveau stratégique, n'a pas été du tout le facteur décisif, et le pauvre Xerxès, qui avait levé la plus grande armée de toute l'histoire à son époque, est retourné avec une défaite majeure. Bon, voilà, c'est pour vous dire que c'est un élément de propagande qui vise en quelque sorte, vous savez, c'est un peu comme les protectorats. Le protectorat, c'est quand des dirigeants ont réussi à les convaincre qu'ils n'arriveront jamais à se débrouiller seuls, qu'ils ont besoin de la protection de l'étranger. Et dans l'idée qu'on est un petit pays, il y a cet argument de propagande. Et d'une certaine manière, ça me fait penser, vous savez, à l'époque de la colonisation, au discours raciste qui allait justifier la colonisation. On avait des peuples inférieurs, des peuples qui étaient sauvages et donc qui avaient besoin de la tutelle d'un peuple civilisé. Là, on est un peu dans la même chose, c'est-à-dire que on ne peut plus reprendre les discours racistes de Jules Ferry, vous connaissez tous son discours de 1885 justifiant la colonisation, donc on ne peut plus dire vous êtes des races inférieures ou des sauvages, etc. Mais on peut vous dire vous êtes un tout petit pays, tout seul vous en sortirez jamais, vous avez besoin de la protection, et donc on va mettre comme ça dans un processus de culpabilisation des peuples qui vont justement avoir un certain consentement. Alors certes, c'est pas un consentement enthousiaste. On n'est plus dans l'euphorie de l'Europe, ça va être formidable, etc. Mais on est dans un fatalisme, dans une soumission à cet ordre-là, parce qu'on se persuade, matin, midi et soir, qu'on est petit, qu'on n'est plus rien. Vous voyez le discours, la perversion en fait de ce discours. Et donc les européistes, en matraquant cet argument-là, ne vont pas vous convaincre que l'Europe c'est source de progrès, ne vont pas vous convaincre que l'Europe c'est bien, que l'Europe a tel et tel avantage, elles vont dire il n'y a pas le choix parce que vous, pays seul, vous n'êtes plus rien. Vous voyez la nocivité de ce discours et ce qu'il peut entraîner. Alors, autre élément, j'écoute beaucoup les journalistes et les hommes politiques là-dessus. Ce qui est très clair, c'est que ce discours sur la taille, à propos par exemple de la petitesse supposée de la France, c'est un discours qui accompagne le renoncement à la puissance. Alors, cette entrée, ce concept, le renoncement à la puissance, c'est un concept pertinent, efficace pour comprendre, je ne vais pas parler d'élite, ce serait leur faire un trop grand honneur, mais pour comprendre la classe politique qui nous dirige. C'est-à-dire qu'en gros, on est dirigé par des personnes qui, eux, ont renoncé à la puissance depuis longtemps. C'est-à-dire que pour eux, la France puissance, la France acteur du monde, c'est du passé, c'est sympa dans les livres d'histoire, à l'époque de Philippe le Bel, de Louis XIV, c'était très bien. La France seule ne peut plus rien. C'est-à-dire que nos dirigeants ont complètement intégré leur soumission au monde euro-atlantique et n'envisagent le développement économique que par des intégrations dans des blocs gigantesques, n'envisagent le financement, qu'il soit privé ou de la dette, que par des apports extérieurs, n'envisagent que des modèles qui peuvent être importés, qu'un alignement sur l'extérieur. Et donc, il y a une oligarchie, une classe dirigeante qui, elle, a complètement intégré le renoncement à la puissance. Donc en gros, c'est l'idée que les ennemis de l'État sont arrivés à son sommet, pour que ce soit très clair entre nous. C'est qu'aujourd'hui, Sarkozy c'était pareil, mais François Hollande, leur but c'est de déconstruire
On va aller jusqu'au Capétien, on peut même remonter avant, mais on va faire quelque chose. Depuis 1987, il y a quelque chose qui s'appelle la France, qui est une construction avant tout étatique par des légistes, construction territoriale, construction identitaire, construction d'une civilisation. Tout ça, c'est l'héritage dont nous sommes collectivement les héritiers en tant que citoyens français. Et nous sommes les dépositaires. Sauf que cet héritage de la France et l'idée d'une France qui existe en tant que nation, en tant que puissance, les gens qui nous dirigent n'y croient plus depuis longtemps. Et leur problème, c'est qu'il y a encore, dans la ville populace que nous formons, des gens qui croient encore en la France. Donc il faut que cette population qui a bien compris l'inefficacité totale de l'Union européenne et sa nocivité, et qui finalement se dit la France ça existe depuis X siècles, ça marche pas si mal et ça a un certain nombre d'avantages, il faut que ces gens-là qui croient encore en la France, qu'on les culpabilise en leur disant la France seule n'est plus rien, ne pèse rien, on est 4 pour 1000 de la surface du globe, on est 0,9% de la population mondiale, on n'est rien, et regardez la taille de la Chine, regardez la taille de la Russie, et d'être dans l'idée que la France seule n'est plus rien. Donc c'est une rhétorique qui est une rhétorique d'accompagnement du renoncement de la puissance, de l'effacement de la France et de sa dissolution dans un bloc euro-atlantique, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut exister. Voilà. Donc, c'est là aussi où derrière ce qui pourrait être l'incompétence d'un journaliste qui n'a jamais réfléchi ni au Qatar, ni au Rwanda, ni à Israël, ni à aucun des exemples que je vous ai donnés, derrière l'incompétence sans doute de la plupart des journalistes, il y a aussi un discours qui est construit, qui est une offensive idéologique visant effectivement à mettre les Français dans ce processus de culpabilisation, dans ce complexe d'infériorité, pour accepter la dissolution de la France dans cet ensemble-là. Voilà. Donc c'est pour ça que ce discours, non seulement est faux, mais il me paraît extrêmement dangereux et pervers. Alors, dernier élément de pourquoi ce discours a un certain succès, une certaine audience, c'est parce que manifestement, les européistes ne peuvent plus séduire sur l'Europe. Je pense que ça, ils l'ont compris. Les promesses, je pense notamment la promesse de l'Europe sociale, du nivellement par le haut, de l'amitié, de l'harmonie entre les peuples, toutes les promesses qui ont accompagné le projet européiste sont de plus en plus difficiles à tenir en public, à moins qu'on ait envie de se faire jeter des tomates dessus. Donc en fait, les européistes en sont rendus à cet élément-là de rhétorique et de propagande pour qu'à défaut que l'Europe suscite un intérêt, l'Europe et l'intégration dans le partenariat transatlantique ou la présence dans l'OTAN, dont on a réintégré d'une manière aberrante, vous le savez, le commandement intégré sous la présidence de Nicolas Sarkozy, donc qui se dit gaulliste accessoirement, là aussi c'est assez bon, on peut faire une petite blague dans cette conférence. Donc voilà, il y a l'idée que face à une Europe de plus en plus impopulaire, qui a fait la démonstration de son incompétence, c'est une espèce de tour de Babel incompréhensible, une technocratie dont on ne voit absolument pas l'utilité, il faut rentrer dans ce fatalisme et de dire, voilà, il faut passer à autre chose, et l'autre chose, c'est le bloc euro-atlantique, dont l'Union européenne n'est que le ventre mou. Voilà. Alors en guise de conclusion, pour terminer quand même sur quelque chose d'un peu positif, c'est de vous dire que, au terme de cet exposé, vous l'avez compris, la taille, c'est un élément qui peut compter. Quand on aligne des millions de soldats, c'est mieux que des milliers, on est bien d'accord. Mais par contre, la taille n'est qu'une variable parmi beaucoup d'autres variables qualitatives qui sont sans doute beaucoup plus importantes, surtout à notre époque, où les technologies et où la guerre devient de plus en plus sophistiquée, guerre de l'information, guerre économique, guerre psychologique, etc. Et d'ailleurs, ce discours sur la France est petite, c'est une offensive, c'est une guerre psychologique qui est menée contre nous, pour nous faire perdre toute velléité de puissance et pour qu'on accepte le marché transatlantique, pour qu'on accepte de transférer le peu de souveraineté qui nous reste aux eurocrates confortablement installés à Bruxelles avec M. Barroso. Et donc, moi je dis que face à ce discours qui est une offensive, qui est une guerre de l'information contre ce que nous représentons et ce dont nous sommes les héritiers, il faut une autodéfense intellectuelle. C'est ce que j'ai essayé de faire avec vous en utilisant des exemples simples et précis. Une autodéfense pour dire, la taille, c'est pas l'unique facteur de puissance, il y a plein d'exemples qui le démontrent, mais quand bien même la France serait petite, dans vos critères, la France a évidemment énormément d'atouts pour exister sur la scène internationale. Et dans un monde où il semble se dessiner de plus en plus un principe de multipolarité, il est bien évident que la France,
qui est l'un des États-nations les plus anciens, les plus prestigieux du monde, qui a des leviers de rayonnement, via notamment la francophonie, via son économie qui reste développée avec des atouts, via son rôle diplomatique à l'ONU, au Conseil de sécurité, la force militaire, bref, je ne vais pas vous faire le catalogue de tous les éléments. Et d'ailleurs, dans ce catalogue des atouts de la France, où on n'a absolument pas besoin des commissaires européens pour ça, il y a également, si on va dans la logique de taille, le fait que la France est très bien positionnée en termes de position de territoire maritime. La France possède, et c'est très peu rappelé, 11 millions de kilomètres carrés de territoire maritime, ce qui en fait derrière les États-Unis la deuxième surface. Donc en termes de taille, si on regarde en territoire maritime, là les européistes vont être embêtés parce que d'un seul coup on est plus petit, on passe de 4 pour 1000 des surfaces émergées à un peu plus de 2% de la totalité de la surface terrestre. Donc on est déjà un peu plus gros puisque c'est ça leur grille de lecture. Donc la France n'est pas petite, c'est le message qu'il va falloir marteler pour se libérer justement de ce carcan qui veut nous culpabiliser, nous réduire à rien du tout. Et puis quand bien même la France serait petite, elle aurait de toute façon sa voix à faire porter. Et donc j'en resterai là. Je vous remercie de votre attention et j'attends avec intérêt vos questions. Merci.